Bien, eh bien, bonjour à l'assistance publique et bonjour aux internautes. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de jouer avec le temps en trois parties. La première partie, ça va être la suite du cours précédent, dans laquelle nous avons déterminé que la stabilisation électrique d'un circuit pour tout délai, c'est la même chose que le calcul Bébête en logique booléenne constructive. Donc ce théorème, je vais reprendre la fin de ce théorème parce qu'on m'a dit que la fin, j'avais été un peu vite sur le passage vraiment du continu au discret, donc je vais reprendre ça plus lentement. Et la fin, ce théorème ne donne pas d'algorithme de calcul véritablement efficace. Et on va voir comment, avec des compères chez Digital Equipment à l'époque, nous sommes passés à des calculs efficaces et symboliques pour calculer si un circuit fonctionne bien, si un circuit cyclique fonctionne bien. Ensuite, je vous présenterai un très très joli design de circuit que j'ai trouvé sur le web par un thésard de KTH Suède, de synchroniseurs mésochrones et plésiochrones. Mésochrones, je vous rappelle, c'est des horloges qui sont à la même fréquence mais pas en face. Et c'est très joli, c'est plus joli que celui que je vous avais montré. Et je pense que ça vaut le coup de le regarder. Et ensuite, je terminerai, et ça introduira l'exposé suivant d'ailleurs de Marc Duranton et Albert Cohen, qui nous parleront de temps réel efficace et sur le modèle Pétaïs de Ptolémée, qui a été développé par Edward Lee et son équipe, pour faire du temps réel distribué, ce qui n'est pas un problème simple. Alors commençons par le calcul de la constructivité. Donc un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, ils ne vont pas avoir vraiment besoin de la fois dernière, mais il y a un petit rappel pour les autres aussi de la fin. Le problème est le suivant, on a un circuit qui a des boucles combinatoires, un circuit cyclique, et il y en a trois sortes. Il y a ceux qui ne veulent rien dire, comme x égale non x. Il y a ceux qui marchent très bien, comme celui-là, et il y a ceux qui marchent bizarrement, comme, je rappelle, Hamlet, to be égale to be or not to be, qui marchent en logique classique, mais pas du tout en électricité. Et j'avais dit, le théorème central, c'est que l'électricité est intuitionniste et qu'elle ne connaît pas le tiers exclu. Bien. Et donc, on va revenir aujourd'hui à l'origine de ce travail, qui est le papier de Sharad Malik de 1994, qui avait donné un algorithme d'analyse de ce phénomène, mais sans prouver que c'était vraiment un phénomène électrique. D'accord, nous, on a rajouté la preuve électrique, et je vais vous montrer l'analyse qu'on a aussi améliorée. Alors, je vous rappelle les faits. On avait développé une logique du temps continu, de la stabilisation en temps continu, la logique UN. Ce sont donc des modèles d'histoire des différents fils, des valeurs des fils. Et cette logique, on avait montré que les calculs qui étaient intéressants pour nous, c'est-à-dire les calculs de comportement d'un circuit, cette logique est donc un modèle des fonctions continues, un modèle abstrait, et cette logique pouvait être calculée par un tout petit calcul horriblement simple qui est celui-là, qui est très facile, et même pour ceux qui n'ont pas vu, ce losange D veut dire au bout d'un délai D, telle propriété est vraie. C'est ce qu'on appelle une logique modale. Les propriétés ne sont pas toujours vraies, elles sont vraies à certains instants et fausses à d'autres. Mais là, au bout d'un certain temps, la propriété vraie est vraie, ce n'est pas très choquant. Celle-ci dit que si au bout d'un certain temps, un prédicat R, un prédicat instantané R sur les valeurs des fils qu'on considère est satisfait, et si je prends un temps plus long, est satisfait continuellement, ça veut dire qu'il reste satisfait pour toujours, et que je prends un temps plus long et que je prends un prédicat plus faible, c'est-à-dire un ensemble plus grand, eh bien, ce prédicat plus faible est satisfait au bout de ce temps plus long. Ça, c'est évident, si je rallonge le temps, je n'y perds pas quand je suis stable. Ça, c'est la règle de chaînage qui va nous permettre de calculer les portes, qui dit si au bout d'un certain temps, D, un prédicat R est satisfait, et si ce prédicat R implique dans notre logique, mais pensez que ça veut dire implique, qu'au bout d'un certain temps, E, S est satisfait, alors au bout de la somme des deux temps, D plus E, le prédicat S est satisfait. Ça dit juste qu'on calcule en poussant le temps, c'est normal. Et le dernier, ça rassemble les entrées d'une porte. Si on fait des calculs parallèles, si je dis qu'au bout d'un certain temps, D, S est satisfait, au bout d'un certain E, T est satisfait, eh bien, au bout du maximum de ces deux temps, les deux sont satisfaits. Donc, le et des deux prédicats est satisfait. Donc, ça, c'est très, très simple. Et cette logique horriblement simple calcule exactement la même chose que notre modèle abstrait avec des nombres réels et tout, ce qui fait qu'on peut calculer avec ça au lieu de penser aux nombres réels. D et E sont réels ici, ça n'a pas tellement d'importance. Bien, et je rappelle que voilà comment on avait calculé, par exemple, ce circuit-là, qui a deux délais D1 et D2. Je rappelle qu'il suffit de stabiliser les délais pour stabiliser les autres portes, qu'on suppose en temps nul.
Et l'équation de ce circuit, c'était ça, on va l'utiliser à plusieurs fois aujourd'hui. S1 devient x bar, ici, à cause de cette négation, S1 devient x bar, les délais, c'est les rectangles, au bout d'un temps D1, et S2 qui est là devient x bar ou S1 bar, puisque c'est un end, c'est la même chose qu'un ou des notes, plus S2. Alors plus c'est ou, et produit c'est et, dans cette notation-là, pour ne pas confondre tous les niveaux de logique. Et la preuve, j'avais dit, elle est simple. Ici, on sait, si on prend le cas x égale 0, c'est-à-dire on laisse l'entrée stable à 0, ça veut dire losange 0x, délai 0x. Alors on m'a posé la question, pourquoi pas x? Parce que les formules on avait dit que les séquents, les formules qu'on calcule sont toujours de la forme délai quelque chose, donc x ou délai 0x, c'est pareil, ça a l'avantage d'homogénéiser tout, ce n'est pas très important. Et donc je dis que si x bar est vrai à l'instant 0 et il reste vrai pour toujours, alors S1 devient vrai à l'instant D1. C'est juste dire que la porte met un temps D1 à se stabiliser. Et ici je dis que si x bar est vrai, alors x bar plus S1 bar plus S2 est vrai, c'est évident, puisque c'est un prédicat plus général. Et puis du coup on peut passer la porte S2 et dire qu'au bout du temps D2, S2 est vrai aussi, et donc qu'au bout du temps max D1, D2, S1, S2 est vrai. Très bien. Tiens, je pense que j'ai dû faire des bêtises après. On corrigera. Donc ça veut dire que la région S1, S2 est atteinte en temps max de D1, D2. Très bien. Alors, ça c'était avec des temps, et puis la logique sans temps, c'est la logique constructive où il n'y a pas de temps, et donc c'est tout bête, c'est on pousse les valeurs. Donc quand on a et si on sait prouver avec les entrées qu'on a, si on sait prouver que E vaut 0, alors on sait prouver que non E vaut 1, et réciproquement. Si on sait prouver que l'une des deux branches d'un E vaut 0, alors on sait prouver que le E vaut 0. Si on sait prouver que les deux valent 1, on sait prouver que le E vaut 1. C'est dual pour le OU. Et surtout, quand on a une équation du circuit, x égale E, 2 points égale E, si on sait prouver que E égale B, alors on sait prouver que x égale B. Donc ça, c'est une logique où il n'y a pas de temps, qui est horriblement simple. Et le grand théorème, c'est que c'est exactement la même chose. Et alors, ça c'est important, et voilà pourquoi c'était vrai, c'est qu'on peut copier toute preuve avec temps en une preuve sans temps, on oublie le temps. Donc ça c'est la même chose que dire que x vaut 0. Ensuite on prend les équations du circuit, on les réécrit dans une autre syntaxe, mais c'est les mêmes. De ça on peut déduire par les règles de la logique booléenne S1 égale 1. Il faut passer par le nom entre temps, mais c'est rien du tout. Là on peut reprendre cette déduction-là et dire que si je sais que x vaut 0, alors je sais que non x ou non S1 ou S2 vaut 1. Et puis, du coup, je sais qu'à cause de cette équation-là du circuit, je peux en déduire que S2 vaut 1. Et avec ces deux choses-là, la règle qui faisait le max se transporte en une règle qui fait le et. Donc c'est tout bête. On peut enlever le temps. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on peut aussi le remettre. C'est-à-dire que si je connais les temps dans mon circuit, et si je prends une preuve booléenne quelconque, eh bien, je peux retransformer cette preuve en preuve temporisée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les preuves temporisées, pour tous les temps possibles, tous les délais qu'on met dans le circuit, sont équivalentes, puisqu'elles sont toutes équivalentes à la preuve sans temps. Donc les temps ne jouent en fait aucun rôle dans ce circuit. Ce qui joue un rôle, c'est juste la propagation des valeurs. Et donc ça, c'est un résultat fort, mais qui n'est pas simple, hein, la démonstration n'est pas simple. Bon, donc le résultat final, c'était ça, c'était la probabilité en logique booléenne constructive sans délai caractérise exactement la constructivité électrique pour n'importe quel délai. Et il y a un bonus là-dedans, c'est que les algorithmes de preuve, quand on remet les délais dans la preuve, eh bien, on calcule le temps maximal de stabilisation du circuit. C'est-à-dire on peut évaluer le temps de stabilisation des circuits avec cette preuve, ce qu'on fait sans savoir qu'on fait ça, hein, sans aucun problème. Ce que font les électriciens depuis toujours. Alors, juste un petit rappel, donc on avait ça, c'était un cycle combinatoire, et ici, ce cycle combinatoire est tout à fait bon, parce que par exemple, si je prends i égale 1, tous les multiplexeurs qui sont là sont orientés vers le haut, et donc les données suivent bravement ce chemin-là. Et la logique booléenne constructive nous permet de le faire. Le mux, c'est une porte très simple, donc je peux passer la valeur de i ici, après je peux passer la valeur de i à travers g, après je peux repasser la valeur de i, j'utilise mes petites règles pour pousser les valeurs dans le circuit. Ce qui a une conséquence fondamentale, c'est que dans un circuit cyclique constructif, les portes ne sont utilisées qu'une fois. Ce qui n'est pas forcément vrai dans des circuits asynchrones. Par exemple, on peut utiliser plusieurs fois les mêmes portes. Ici, les portes sont utilisées qu'une fois dans ces circuits-là. Et donc, ça veut dire aussi que l'interprétation que je fais en poussant mes valeurs, elle est en temps linéaire, elle est très très rapide. Que le circuit, elle est aussi rapide que si le circuit était acyclique.
en fait, la propagation ne s'aperçoit même pas qu'il y a un cycle. La seule chose, c'est que suivant les entrées, elle peut résoudre ce cycle différemment. Elle peut passer pas par les mêmes endroits. Donc ça, dans STRLv5, contrairement à ce qui est dit dans le livre de Ptolémée, dans STRLv5, c'est fait depuis toujours, c'est l'option -i, et ça fait du C qui va faire directement ça. Mais ce n'est pas très bien. Pourquoi? Parce que c'est bien, mais calculer ce qu'on a envie de faire, c'est calculer pour n'importe quelle entrée. Mais si on a n fils d'entrée, on a 2 puissance n vecteurs d'entrée. On n'a pas envie de faire 2 puissance n calculs. Si n est égal à 32, on n'y arrivera jamais. Donc on voudrait avoir un moyen très simple de calculer très efficacement pour toutes les entrées possibles et pas pour une entrée possible. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors pour ça, on va répondre à une question qui a été posée par Internet, qui est « Mais quel rapport ça a avec la logique à 3 valeurs ?» Eh bien, ça a un rapport très étroit avec la logique à 3 valeurs, dite logique de Kleene ou de Scott. C'est Dana Scott qui a vraiment lancé cette logique dans les années 1970. J'ai eu la chance d'assister à son cours pendant 15 jours. Et donc, c'est une logique très simple à 3 valeurs, bottom, true, false. Et donc, bottom, ça veut dire « je ne sais pas ». En fait, ça veut dire beaucoup de choses. On peut faire des logiques à 14 valeurs, si on veut être plus fin, ça ne sert juste à rien. Ça veut dire je ne sais pas, ou je n'ai pas envie de savoir, ou peut-être il n'y a rien, ou peut-être ça oscille. Pour moi, c'est tout pareil. C'est pas stabilisé. D'accord? Donc, j'en sais rien dans ce travail-là, parce qu'on peut donner plusieurs d'autres d'interprétation. Et puis, ici, je dis, l'ordre, c'est moins défini que. Il y a moins d'informations dans bottom que dans true. Il y a moins d'informations dans bottom que dans false, mais l'information entre true et false est incompatible au niveau de l'information. True et false ne sont pas reliés. Okay? C'est 2 valeurs différentes. Si vous faites des paires, vous allez les ordonner point par point. Donc ici, c'est représenté vue d'avion. Vous avez bottom-bottom qui est le bottom au milieu. Je ne sais rien sur aucun des deux côtés, donc je ne sais rien. Et sur l'horizontale, vous allez définir la première des 2 valeurs et laisser l'autre à bottom. C'est la première possibilité que vous avez pour augmenter l'information. Sur la verticale, vous allez faire la même chose, mais sur la seconde valeur. Donc vous obtenez des résultats à moitié définis. Et puis dans les coins, eh bien, vous faites l'union de tout ça et vous avez donc entièrement défini vos points. D'accord? Donc ça, c'est une fonction à 2 arguments. Et donc on voit qu'il y a plusieurs étages dans le calcul. Alors dans les théories générales, il peut y en avoir une infinité, mais là, on va se contenter d'un nombre fini. Ça ne change d'ailleurs pas grand-chose. Les théories sont fondamentalement les mêmes. Alors, quand on fait une fonction dans ce modèle-là, donc on revient dans un modèle dénotationnel, un modèle de fonction maintenant. Une fonction croissante, ça s'écrit monotone en anglais, mais en France ça dit croissant, c'est plus agréable, puis c'est plus court à écrire. C'est une fonction telle que plus on lui donne d'informations à l'entrée, plus elle en rend à la sortie. C'est logique, et donc ça s'écrit tout bêtement comme ça, c'est une fonction croissance au centre de l'école. On va ordonner les fonctions par l'ordre d'information. F est plus petit que f' si f' donne toujours plus d'informations que f. Ça, c'est une notion très simple. Et donc, si pour tout x, f de x est plus petit que f' de x. Donc ça, c'est des choses banales qu'avant on apprenait à l'école, maintenant on les apprend de moins en moins. Mais voilà. Et puis une fonction constante, il faut faire attention à ça. Une fonction constante, ça veut dire qu'elle est constante partout. Par exemple, la fonction qui donne vrai à la fois pour bottom, vrai et faux, elle est constante, mais celle-là n'est pas constante, elle est dite stricte. Parce que pour bottom, elle ne donne rien. Elle donne bottom. Okay? Alors vous remarquerez que j'appelle vrai et faux, true et faux, tt et ff. Il y a tellement de logique dans le coin que j'utilise des symboles tout différents. Et maintenant, cette logique-là va être bleue. Et la logique booléenne standard va être marron. Il faut qu'on ne confonde pas. Donc c'est pour ça qu'on utilise toujours beaucoup de symboles en logique, c'est qu'on en trimballe pas mal, plus celles qu'on utilise pour méta-raisonner et faire des preuves. Donc j'essaie de faire attention à ça. Alors, regardons ce que c'est qu'une porte logique ou un opérateur logique dans cette logique. Alors, là, j'ai donné tout un cours là-dessus en 2009, que vous pouvez trouver sur le web. Voilà la porte qu'on appelle ou strict. Ou strict, c'est une porte qui, pour ces valeurs-là, va donner vrai. Vrai, c'est le cercle vert pour vrai, vrai, faux, vrai, vrai, faux. Mais elle demande que ces 2 arguments soient définis. Et attention, elle donne évidemment faux pour faux, faux. Elle demande que ces 2 arguments soient définis. Par exemple, en C, si vous écrivez E bar E', si l'un des 2 boucle, le programme boucle. Okay? Ensuite, vous avez un autre OU qui est le OU gauche, qui s'écrit comme ça en C, E parallèle E', E double barre E', c'est dommage d'avoir piqué les doubles barres pour faire ça, alors que ça servirait très bien à faire parallèle, mais c'est comme ça. Et donc, on voit ici ces différences, et dès que le premier argument vaut vrai, alors le résultat vaut vrai, sans regarder le deuxième argument.
Ça, c'est très très précieux parce que ça évite de boucler dans le deuxième argument. Donc ça s'écrit comme ça. Il y a une troisième fonction qui est la symétrique, d'accord? Et puis il y a une quatrième fonction qu'on appelle le OU parallèle. Et le OU parallèle, il est content dès qu'un des deux arguments vaut vrai, exactement comme en logique constructive. Ok, alors c'est celui qui paraît le plus naturel. Alors là, il y a un truc qui différencie complètement le logiciel du matériel. C'est que cette fonction OU parallèle, il y a un théorème qui a été démontré pour la première fois par Plotkin en 1972, puis par moi avec une preuve beaucoup plus puissante en 1977. Cette fonction n'est pas définissable dans les langages de programmation séquentielle. Vous ne pouvez pas l'écrire en C, vous ne pouvez pas l'écrire en ML, vous ne pouvez pas l'écrire en lambda calcul. Ce n'est pas tout à fait trivial, mais ça a des conséquences extrêmement importantes. Ça vous dit que vous ne pouvez vraiment pas faire des calculs parallèles avec l'interprète de C. Vous pouvez les simuler, mais vous ne pouvez pas les faire. Vous pouvez fabriquer un scheduler, des trucs comme ça, mais C lui-même exclut le parallélisme à un degré très fort. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'en hardware, c'est exactement l'inverse, c'est la seule fonction naturelle. Une porte OU, ça calcule exactement ça. Vous pouvez calculer les autres. Si vous voulez calculer le OU gauche, il faut se rappeler que x ou non x, c'est la fonction qui dit que x est stable. C'est ça qu'on avait vu, Hamlet, x ou non x, ça veut dire x vaut 0 ou x vaut 1. Mais x ne vaut pas bottom. Hein. Donc vous pouvez calculer, là, vous forcez x ou non x et x ou y, ça fait la fonction, c'est une façon compliquée de faire la fonction simple C. Okay, et puis si vous voulez faire la fonction séquentielle, ben vous mettez x ou non x et y ou non y et x ou y. Et ça intervient effectivement dans des montages qu'on fait, nous, parce que ça permet de donner des causalités garanties sur x, par exemple. Vous garantissez que vous devez calculer x sur le trajet. Bon, donc OU parallèle, c'est ça. Alors, quel est le rapport avec la logique? Ben, il est très simple. Si vous regardez vrai-faux donne vrai, c'est cette règle-là. Si vous regardez l'autre, ben c'est cette règle-là. Et si vous regardez la règle faux, c'est cette règle-là. Donc la fonction OU parallèle, c'est le modèle naturel de la logique constructive, que les électrons savent faire depuis qu'ils sont nés et que le logiciel ne saura jamais faire. Enfin, le logiciel séquentiel ne saura jamais faire. C'est assez intéressant comme remarque. Bien. Il n'y a pas de tiers exclu. Le tiers exclu est exclu dans la logique constructive. E ou non E, ça ne fait pas 1, ça fait 1 que si E vaut 0 ou E vaut 1. Et c'est la même chose ici. Bottom ou bottom, ça ne vaut pas vrai, ça vaut rien, ça vaut bottom. Okay, il n'y a pas plus de tiers exclus. Donc la logique de Scott, c'est l'image de la logique intuitionniste ou de la logique constructive, ça dépend comment on a envie de l'appeler. Alors, pourquoi la logique de Scott est-elle intéressante? C'est parce qu'il y a un théorème de point fixe qui va nous donner une façon uniforme de calculer. Le théorème de point fixe, c'est quoi? Ben, un point fixe d'une fonction f, c'est un x tel que f de x est égal à x. C'est tout bête, depuis toujours, si vous vous rappelez le théorème de Banach, c'est la même chose. Point fixe, c'est f de x égale x. Et le théorème dit que toute fonction dans ces domaines-là, ordonnée, admet un plus petit point fixe, celui qui a le moins d'informations. D'accord? Et donc un point fixe, on l'appelle y de f, c'est comme ça, et f de y de f est égal à y de f, et pour tout autre point fixe, y de f est moins défini que ça. Et ce point fixe, ça va être exactement la stabilisation du circuit, quand on a un circuit. D'accord? Et donc, cette chose-là nous donne un algorithme complètement uniforme où il n'y a vraiment pas à réfléchir, c'est de dire que le point fixe est en fait la limite des fn de bottom. Alors, c'est tout simple, hein, on va le faire comme ça. On part de bottom, je ne sais rien, je fais un coup de f. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des résultats. On fait un deuxième coup de f, j'ai des résultats meilleurs. Pourquoi? Parce que bottom est plus petit que f de bottom, donc f de bottom est plus petit que f2 de bottom, d'après la croissance, et qui est plus petit que f3 de bottom. Donc je me fabrique une chaîne où l'information augmente, une chaîne croissance, ça veut dire qu'il y a plus en plus d'informations, et comme mon domaine est fini, ça finit par s'arrêter. Et quand ça s'est arrêté, c'est bon. Quand ça s'est arrêté, j'ai trouvé mon point fixe. J'ai calculé la valeur de mon circuit. Alors ça, c'est vrai partout, y compris dans les langages infinis, dans le lambda calcul, etc. Et donc, si vous regardez le cours du 9 décembre 2009 et celui d'après, j'en parle très longuement, mais dans un cadre beaucoup plus général. Ce n'est pas pour ça que ça a été inventé, c'est d'abord pour le cadre le plus compliqué. Ça a été une grande découverte, hein. C'est la première fois qu'on a compris vraiment la façon sémantique de voir le lambda calcul. Alors, regardons ce que ça fait sur le circuit. Donc, je vais écrire mon équation là. Je vais écrire mon équation
voyez, je garde S1, S2 pour l'instant, après je changerai un peu les notations. Bon, là c'est assez simple, si je mets x égale 0, et bien là ça me donne vrai, et puis là ça me donne vrai, ça n'a pas beaucoup d'intérêt cette histoire. Par contre, si je mets 1, donc si je calcule f de bottom, j'obtiens un vrai, et puis si je calcule f de vrai, j'obtiens un vrai. Bon, le point fixe se trouve immédiatement, aucun intérêt. Là, il va se trouver un peu plus doucement. Par exemple, je dis f de f1, S2, ici, c'est faux. Hein, pour 1, c'est faux, et c'est non S1 ou S2, puisque x est égal à 1, x bar est faux, donc je peux l'enlever du ou. Okay, donc si je calcule f de bottom, là j'obtiens faux, puis là j'obtiens bottom ou bottom, ça fait bottom. Donc j'ai calculé déjà un petit bout. Si je rappelle f encore une fois là-dessus, f de ff bottom, eh bien ici, puisque je prends c'est f de f1, S2, c'est ça, donc je prends S1 ici, et comme j'ai non S1, eh bien ça fait faux trou. Voilà, et là j'ai fini, je suis arrivé à mon point fixe. Et donc là je fais un calcul sans penser que je propage des booléens dans des portes. C'est un calcul totalement stupide, itératif sur une fonction, et ça marche tout seul. C'est comme ça que fait Ptolémée dans son interprète, ce qui est d'ailleurs moins efficace que la méthode normale, mais vous allez voir que ça généralise très bien. Donc là, on trouve qu'on est au point fixe et que le résultat final, c'est S1 bar S2. Très bien. Et donc, ça nous dit que pour toute entrée, le circuit se stabilise électriquement, ce qui n'est pas du tout le même monde. Alors, la question maintenant, c'est, au lieu de traiter les vecteurs entrées un par un, est-ce qu'on ne peut pas les traiter tous en même temps d'un seul coup? Et la réponse est si, on peut, grâce en particulier à Mr. Randy Bryant et à ses collègues qui ont inventé des méthodes symboliques pour faire ça. Donc l'idée, c'est de travailler symboliquement, de ne pas donner des valeurs à x, mais de garder x symbolique essentiellement. Et d'avoir en plus des codages efficaces, parce qu'on va faire du calcul booléen. Et le calcul booléen, on va en parler beaucoup l'année prochaine, et reste un grand mystère. Vous savez que savoir si une formule booléenne est vraie ou pas, c'est le prototype du problème NP complet. Donc normalement, ça a une tête exponentielle. Et puis, il y a des gens qui ont inventé, après, alors, du coup, des gens qui ne sont pas trop intéressés, jusqu'à ce que des gens inventent des méthodes efficaces pour calculer dans les cas qui marchent, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ça reste encore un petit peu alchimique, des fois largement alchimique, mais c'est tout à fait utilisable si on prend les bonnes précautions. Donc, en particulier, nous, on a utilisé le système d'Olivier Couder, Jean-Christophe Madre et Hervé Toiti. Jean-Christophe Madre dans la salle, je le salue. Et ce système a été pour nous une bénédiction absolue, il est fantastique. Et Tom Scheipel de Berkeley a fait l'implémentation pour STL. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, l'idée première, c'est de revenir au booléen. On a trois valeurs, ça se code avec deux valeurs booléennes. Donc, on va faire un codage. Alors, je vous montre le plus simple et ce n'est pas forcément le mieux. Je vais représenter x par deux booléens, xd et xv. Xd, ça veut dire est-ce que x est défini ou bottom. Donc, xd, c'est faux, ça veut dire bottom, et c'est vrai, ça veut dire vrai ou faux. Et l'autre détermine si c'est vrai ou faux. D'accord? xv, c'est vrai. Donc, si vous voulez, bottom, c'est faux-faux, vrai, c'est vrai-vrai, et faux, c'est vrai-faux. Vous pouvez prendre d'autres codages, ça ne changera pas grand-chose. Et puis, je vais prendre une petite notation. xtt, ça veut dire x est vrai, donc ça veut dire xd et xv. Et xff, ça veut dire x est faux, ça veut dire xd et non xv. Donc, maintenant que j'ai deux paires de booléens, je vais tout remettre en booléen. Et je vais transformer le bleu en marron. Alors, par exemple, si j'ai un ensemble, si je dis l'ensemble des x, y, en bleu, en trois valeurs, tel que x est différent de bottom et y est faux, ben ça se code en booléen par xd, ça veut dire x différent de bottom, et y faux. Donc une fonction booléenne qui code exactement ça. Si j'ai une fonction, ben je peux la coder aussi avec deux valeurs. La fonction x ou y sur trois valeurs se code comme ça. Le résultat est défini si x est vrai, ou si y est vrai, ou si les deux sont faux. Et la valeur, c'est x est vrai ou y est vrai. Et là, on comprend tout de suite qu'il ne va pas falloir faire ça à la main longtemps, parce que le calcul booléen, ça use vraiment l'esprit. C'est beaucoup plus dur que les entiers, les booléens. Et puis aussi, on peut calculer l'image d'un ensemble par une fonction. Et ça, on va avoir comme il va falloir qu'on calcule f de quelque chose, on va calculer des images. Puis on pourra calculer des images inverses aussi, mais ça, on verra ça l'année prochaine. Si j'ai un ensemble de paires de booléens, par exemple, et j'ai une fonction de paires de booléens dans les paires de booléens, comme ou, eh bien, je peux calculer l'image de E, c'est simplement les x', y', tel qu'il existe xy appartenant au codage de E, tel que xy' est égal à f de xy. Ça, c'est tout bête. Mais il existe, on est dans un domaine fini.
Eh bien, il suffit de faire un OU sur tous les cas possibles. Donc, il existe XY, P de XY, c'est P de tout le monde à faux, P de vrai, vrai, faux, faux, P de vrai, faux, 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 P de faux, faux, vrai, vrai, et puis vous énumérez tous vos termes. Hein, il n'y en a pas 16 parce qu'on n'a que 3 valeurs, pas 4. Vous énumérez tous vos termes et ça vous fait un prédicat tout à fait normal. Donc, il existe, ça existe déjà dans la logique. Sauf que gare à l'exponentielle. Hein. C'est ça le jeu du booléen, c'est gare à l'exponentielle, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué à dire. À faire, c'est un autre travail. Donc si on le fait bêtement, vous comprenez bien que ça ne va pas marcher, mais on ne va pas le faire bêtement. Alors, très bien. Regardons un peu l'algorithme itératif symbolique sur notre circuit. Alors, je vais juste renommer S1, comme il y a trop d'indices, S1, je vais l'appeler Y et S2, je vais l'appeler Z. Hein. Et je fais donc non X ou non Y ou Z. X, je n'ai pas changé de nom. Alors, je peux reconnaître cette fonction. Donc, non X, ça veut dire XD, X faux. Non X est défini si X est défini et il est vrai si X est faux. Et puis, non X ou non Y ou Z, eh ben, il est défini si X est faux et Y est faux. Ou Y est faux ou Z est vrai, ou ils sont l'inverse. Et puis, il est vrai dans la première partie de ça. Donc ça, c'est le codage booléen de ma fonction, donc c'est assez rien à faire. Et puis après, maintenant, je vais calculer. Donc je prends feed bottom bottom. Alors là, je calcule pour tous les x en même temps. Hein. Je ne dis plus la valeur de x, je calcule symboliquement, je calcule des formules. Donc j'obtiens au premier coup, comme j'ai bottom et bottom, ça c'est non x, et ce ou là, il est vrai si non x est vrai. Donc c'est aussi non x. Okay, et donc ça devient phi de faux 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 égale xd xf xd xf. D'accord, ça il suffit, si vous voulez vous en convaincre, vous le refaites, c'est pas compliqué. Deuxième itération, phi de non x, donc je réitère sur ce prédicat, et là je trouve non x qui ne bouge pas ici, et là il suffit de reporter pour voir que ça fait non x ou non x ou non x, d'accord, mais non x c'est x dans ce modèle-là, et donc j'obtiens un non x ou non x. Ah, ça dit quoi? Ça dit que si x vaut 0, ça c'est faux et ça c'est vrai. Et si x vaut 0, ça c'est vrai et ça c'est vrai. Et si x vaut 1, ça c'est vrai et ça c'est vrai. Donc on a exactement nos deux résultats d'un coup. Bien. Alors on calcule comme ça et ça fait xf, xf, xd, xf, xd, xd. Et voilà, et c'est notre point fixe, on est content. Et comme la définition des deux sorties S1, S2, ces deux sorties sont définies si X est défini, on en déduit que le circuit est constructif. D'accord? Donc là, on a fait tout d'un coup au prix d'un calcul booléen. On va payer le prix de ce calcul booléen, qui est au pire exponentiel, mais à la main, si on énumère les valeurs, c'est exponentiel aussi. Donc, voilà. Alors après, il faut faire ça bien. Et gros, mais un énorme avantage de cette méthode, c'est qu'on a un bonus fantastique. C'est que si on regarde le point fixe, c'est très exactement un circuit acyclique qui calcule exactement la même chose que notre circuit cyclique. Donc on a décyclisé notre circuit. D'accord? Ce qui fait qu'il peut être exponentiellement plus gros. Je l'avais déjà dit ça. Il y a des circuits qui peuvent être exponentiellement plus gros. Donc cette mécanique de calcul symbolique qu'on fera marcher l'année prochaine en vrai, parce que l'année prochaine va être consacrée à la preuve de programme par calcul symbolique ou à l'optimisation par calcul symbolique, on fera marcher ça en vrai. Je ne vous ai pas montré les BDD, ça c'est pour l'année prochaine. Ça fabrique aussi un circuit acyclique et ça a d'énormes avantages. Ce circuit acyclique, on peut l'implémenter. On peut l'optimiser avec les mêmes algorithmes d'ailleurs, on peut l'optimiser et c'est tout à fait bien. Et si on a un autre circuit acyclique, on peut faire la preuve d'équivalence des deux. On verra ça l'année prochaine, comment prouver que deux circuits sont égaux symboliquement avec les mêmes techniques. Voilà, donc ça nous décyclise notre circuit, c'est merveilleux. Il y a quand même des choses en bonus supplémentaires. En fait, si vous vous rappelez, si vous étiez là l'année dernière au séminaire d'Emmanuel Ledino, ils avaient dit qu'un gros problème qu'ils avaient eu quand ils faisaient le Rafale chez Dassault Systèmes, c'était que dans l'interface, il y avait des problèmes des fois de cycles qui étaient des faux cycles et qui étaient durs à détecter pour notre compilateur. Là, vous avez deux signaux locaux fin et réarmement, puis vous avez deux entrées top horloge indicateur on. Fin est émis quand vous avez top horloge. Réarmement est émis quand vous avez indicateur on. Mais l'émission de fin est annulée si vous avez réarmement et l'émission de réarmement est annulée si vous avez fin.
Ça, c'est simple, c'est un truc très simple. Il y a deux personnes qui ont fait un design de la moitié du circuit, et quand ils l'ont mis en face, gros cycle. Donc normalement, eh ben, fin dépend de réarmement dépend de fin, mais comme c'est les mêmes, ça fabrique un très beau cycle. Normalement, ce problème-là est interdit. Mais, comme Dassault était au courant, ils ont marqué en tête une information extrêmement importante qui est relation top-horloge incompatible avec, dièse, ça veut dire jamais en même temps que, indicateur on. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, il y a un cycle à condition que top-horloge et indicateur on arrivent en même temps. Mais là, ils n'arrivent jamais en même temps, nous dit cette relation. Cette relation, elle implique que fin et réarmement peuvent jamais en même temps. Donc le cycle est toujours coupé, dans un sens ou dans l'autre. Comment est-ce qu'on détecte ça? Ben, c'est très très simple. Et le cycle, il est bon en plus, donc on sait le compiler, on sait le décycliser même. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, le bonus, c'est que l'algorithme qu'on a donné là, il nous donne exactement le prédicat sur les entrées qui nous dit quand le circuit est bon. Peut-être que le circuit n'est pas bon pour toutes les entrées, et là, il va nous calculer exactement le prédicat que les deux signaux d'entrée doivent être incompatibles. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Et là, on avait trouvé tout à l'heure XD, donc c'était bon tout le temps, mais ce que le calcul symbolique ferait, c'est calculer quand c'est bon. Donc le calcul symbolique, c'est fantastique, c'est un outil totalement dément. Et ça nous dit quand c'est bon. Et donc nous, on prend le circuit, on dit ah mais c'est bon parce que vous avez mis la relation. Alors on n'est pas au bout de nos peines, parce qu'on a la même chose, mais à travers un autre temps. J'ai dit qu'on allait jouer avec le temps. Pour l'instant, on a joué avec le temps électrique dans une transition. Maintenant, on va jouer avec le temps de l'horloge entre les transitions. Si vous vous rappelez, l'ordonnanceur à jetons cyclique. D'accord? Il y a un cycle statique là-dedans, il y a un cycle, mais ce cycle est coupé parce qu'il y a toujours un jeton dans un de ces deux registres. Là, il est coupé par cette porte OU, ça veut dire qu'on va commencer par Mister Marron pour allouer la ressource, ou bien, dans l'autre sens, il est coupé par l'autre porte OU, ce qui fait qu'on va commencer par Mister Violet. Donc ça, c'est parfait, mais comment on va le trouver, ça? Comment on va le trouver? C'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Donc ici, le registre change à chaque cycle et le point de coupure avec, on avait dit, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que si on n'avait pas de 1 dans les registres, alors là, ce cycle serait mauvais. C'est la présence d'un 1 dans un des deux registres qui rend ce cycle bon. S'il y avait 2 1, d'ailleurs, il serait bon aussi. Comment on va faire? Eh bien, il va falloir faire deux choses. Si j'appelle mes deux registres R1 et R2, la première chose, c'est on oublie les registres, on coupe, parce que les registres, c'est des entrées et des sorties, au niveau du circuit combinatoire, c'est juste des entrées et des sorties, on les enlève, et on regarde ce qui se passe. Donc on a un circuit cyclique, mais le calcul qu'on vient de faire, symboliquement, nous dit « Ah, mais le circuit cyclique, il est bon si vous avez soit R1, soit R2, soit les deux. » D'accord? Et nous, on dit « Ça tombe bien, parce qu'on va les avoir. Le jeton, il va tourner. » Mais comment on le sait? Eh bien, on va le savoir par un calcul sur le temps. On va explorer toutes les évolutions possibles de notre système à travers le temps, mais le temps complet cette fois, pas seulement le temps à l'intérieur d'un instant, le temps de tous les instants. On va explorer ce qu'on appelle l'espace des états atteignables. Donc ça doit être vrai à l'instant initial, et là on a mis un jeton quelque part, donc c'est bon, mais ça doit être préservé dans l'exécution. Cette propriété R1 ou R2 doit être un invariant de l'exécution. Et effectivement, il va falloir calculer l'ensemble des états atteignables, donc jouer avec un autre temps. Et on joue avec cet autre temps exactement de la même façon que précédemment. Mais là, on n'a pas besoin de passer en 3 valeurs, on le fait en 2 valeurs. Un circuit, ça se met toujours sous la forme d'une partie combinatoire, qui ici va être cyclique, mais ce n'est pas grave, puisqu'on sait la cycliser. Et puis ici, les registres. Okay? Donc, ce qui est important pour nous, c'est les états que ça peut prendre. Donc, c'est la fonction prochain état qui dit quand je suis dans un certain état de ma mémoire et que j'ai certaines entrées, je vais dans un nouvel état de la mémoire. Cette fonction-là se code en booléen. Alors, je peux partir des états initiaux des registres. Par exemple, tout le monde à 0 ou 1 à 1. Ici, je suis parti avec tout le monde à 0. Normalement, pour faire 1, on met des oreilles au registre, on les transforme en registre Mickey. Regardez mes premiers cours de l'année dernière. Et je pars donc de l'état initial, et puis je fais la même chose. Je vais calculer R1, qui est l'ensemble des états que je peux atteindre en 0 ou 1 coup. Pour ça, j'applique la fonction n à l'état R0 en calculant symboliquement sur mes formules, comme on l'a fait tout à l'heure. Puis j'applique R2, je calcule R2. Et à chaque étape, je vérifie que mon prédicat que je veux satisfaire est satisfait, que j'en sors pas. Ça, c'est facile à faire. Enfin, facile.
Ça fait bosser les BDD, mais en gros, c'est des formules A implique B. Il faut vérifier qu'A implique B est vrai. À la main, essayez pas. Et puis je continue comme ça jusqu'à ce que je trouve, comme tout ça, le nombre d'états est fini, ça va finir par s'arrêter. Et là, je trouve le point fixe. Et R, c'est le point fixe, ça veut dire que c'est l'ensemble des états du circuit, des états atteignables du circuit. Donc, après avoir calculé symboliquement l'instant, on calcule symboliquement entre les instants, donc on a joué avec l'ensemble du temps, et ça marche très bien. Alors, la question qui est dure, c'est bon, ce calcul, c'est bien, à la main, on ne saura pas le faire, mais est-ce qu'on saura le faire en machine? Et c'est là qu'il faut être très malin. Si vous le faites bêtement en machine, vous êtes sûr que ça vous explose à la figure à la première occasion. Pourquoi? Parce qu'une image directe, c'est compliqué, l'équivalence, c'est compliqué. Et donc, ce qu'ont fait Madré-Couder en particulier, c'est d'être très malin dans ce calcul et de dire que quand j'applique une fonction à un ensemble, je vais dire, comme je l'applique à un sous-ensemble, je vais commencer par simplifier la fonction avant de l'appliquer, sachant qu'elle ne s'applique qu'à sous-ensemble, etc. Il y a énormément de choses très très malignes. Et le résultat encore plus malin, c'est qu'une fois qu'on a calculé tout ça, on sait que l'espace des états atteignables de ce circuit, c'est pas tout. C'est pas tout. Et alors donc là, on peut fantastiquement optimiser notre circuit, et on verra ça l'année prochaine. Et en mettant tous ces algorithmes bout à bout, tous ces algorithmes symboliques, on bat totalement systématiquement les humains. Les humains n'ont pas leur chance pour fabriquer des circuits un peu compliqués par rapport à ces algorithmes. À condition que ce ne soit pas des chemins de données, que ce soit des chemins de contrôle. Les chemins de données, si vous faites ça sur un multiplieur, vos algorithmes ne vont jamais répondre. Mais sur les protocoles, typiquement, ou sur les DMA, ou tout ça, on a toujours battu les humains. Bien, donc ça c'est le cours de l'année prochaine qui va s'intéresser à ça, avec différentes techniques. Il n'y a pas que les BDD, il y a SAT, il y a des tas d'autres choses. Bien, alors ça finit l'histoire des circuits cycliques. Et maintenant, on va revenir à la synchronisation entre deux horloges. Synchronisation entre deux horloges, c'est très important, là, les éléments de synchronisation, parce que, comme on l'avait dit, et comme l'avait dit François Anceau, on peut pas, c'est pas si facile de transporter une horloge partout. Lui avait montré une technique pour le faire dans son séminaire, mais il y a aussi des fois où on n'a pas envie de le faire et on va dire, bon, ben, on a des zones très précises, puis on va envoyer l'horloge ailleurs, et là, bon, ben, l'horloge va être décalée, mais toujours de la même chose, donc il faut un protocole pour passer de l'un à l'autre. Et puis peut-être que les deux horloges elles vont varier un petit peu, mais pas trop, ça va bouger, ça ne va pas être très... Alors, je vous rappelle les choses après. Donc le papier s'appelle Low Latency and Low Overhead Mesochronous and Plesiochronous Synchronizer, je le trouve très élégant. Il date de 2011, donc c'est un papier récent. Alors, rappelez-vous, quand les horloges, il y a plein de cas sur les horloges, là on va considérer les horloges qui ont même fréquence et qui ont un décalage de phase constant, parce qu'on n'a pas voulu le compenser et qu'on a simplement deux parties de circuit qui sont assez loin et qu'on veut juste faire passer de l'information. Tout ça est intéressant, je ne vous parle que de ce cas-là, et puis tout à l'heure du cas plésiochrone, et des fréquences différentes, on en a parlé dans le premier cours sur la métastabilité. Et là, on va jouer avec la métastabilité, on va profiter honteusement de la métastabilité. Alors, l'idée est très simple au départ, c'est, regardez, ici j'ai une horloge bleue, et j'ai un signal noir qui est produit sur l'horloge bleue, ça veut dire qu'il change au front montant. Alors on est habitué maintenant, on met des fronts verticaux parce qu'on sait bien que ce n'est pas vertical, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que quand deux fronts sont trop près, ça peut être gênant. Alors si on prend cette horloge par exemple, on voit bien ici, tiens, oui, cette horloge, on prend une horloge décalée un peu n'importe comment. Vous voyez là, l'horloge elle a été décalée presque d'une demi-phase et on voit que si on échantillonne le signal noir par le front montant bleu, ben, il n'y a pas de problème, ça marche tout seul. Il n'y a pas de problème, ça c'est le cas fastoche. Le cas moins fastoche, c'est quand on a un conflit. C'est-à-dire quand on va ici avoir une horloge où les fronts montants sont dans la zone de métastabilité. C'est-à-dire le signal noir, il va pouvoir changer en même temps que l'horloge marron. Et là, on a vu que là, il se passait n'importe quoi, pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on obtient un résultat non déterministe. Donc là, on voit bien que si on échantillonne par le front montant, on va être métastable à chaque coup, en gros. Donc ce n'est pas une très bonne idée. Par contre, si on échantillonne sur le front descendant, là, il n'y a aucun problème. OK ? Donc on va se dire, on va échantiller par le front descendant dans ce cas-là. Et dans le cas suivant,
c'est l'inverse. Donc le front descendant arrive en même temps au front montant. Donc si on se dit on va échantillonner avec le front descendant, et bien là on a perdu, il faut échantillonner par front montant ce coup-là. Donc je vous avais montré un synchroniseur mésochrone, mais en vous disant que la première chose à faire, c'était qu'il y avait un compteur dans ce synchroniseur. Vous savez, on avait 3 registres, un compteur, et la chose qu'il fallait, c'était initialiser ce compteur. Mais ça veut dire qu'il faut connaître d'avance le décalage d'horloge. Le synchroniseur que je vais vous montrer, il va découvrir ça tout seul. Il va avoir une petite phase d'apprentissage, et ensuite, il va coûter plus rien. Il va coûter plus rien, et énergétiquement, il est assez fabuleux, ce synchroniseur, donc ça vaut le coup de le regarder. Donc ici, on peut tout à fait enregistrer sur les fronts montants, mais pas sur les fronts descendants. Alors, comment va marcher ce synchroniseur ? La première chose, c'est qu'il va faire 2 échantillonnages, un sur le front montant et un sur le front descendant, puisqu'on sait qu'il y en a au moins un des 2 qui sera bon. Et ensuite, il va essayer de découvrir dans une phase initiale lequel va être le bon, même en circonstances de métastabilité. Alors, on va commencer par dupliquer nos données pour les envoyer dans les 2 échantillonneurs, qui sont tous les 2 sur l'horloge marron. Là, un échantillonneur classique, un registre, et là, un échantillonneur sur le front descendant, c'est-à-dire en prenant la négation de l'horloge, qui transforme le front descendant en front montant, et puis derrière, en remettant un registre pour échantillonner dans le bon sens. Okay ? Donc, on va utiliser, ça va être la marche normale, on va utiliser soit celui-là, soit celui-là. Il y en a un des 2 qui sera arrêté. Il ne coûtera rien énergétiquement, et on ne lui envoie même pas l'horloge. Bien. Et puis derrière, on va mettre un multiplexeur qui va nous dire, bon, si j'ai 2 bits d'entrée, si j'ai 1, 1, je vais prendre celui-là, ça c'est le front montant. Si j'ai 1, 0 dans mes bits de commande, je vais prendre celui-là, le front descendant. Et puis en attendant que je sache, je vais mettre des données qui n'ont aucun intérêt tant que le protocole n'est pas initialisé. Il faut quelques cycles pour le démarrer. Et puis en dessous, je vais mettre ce qu'on appelle un enable, j'appelle ça enable en français, très joli mot. Un enable, ça veut dire ce truc-là dit l'horloge arrive, si ce signal est à 1, ce registre marche, si ce signal est à 0, je lui coupe l'horloge, il ne coûte rien énergétiquement et il ne sert à rien. Donc ici, je vais mettre un enable, je me suis un peu trompé, celui-là, il ne devrait pas être là. Je pense qu'il y a un bug dans leur papier que j'aurais signalé, mais je n'ai pas encore eu la réponse. Je ferai une correction sur le web si je me suis trompé, mais il y a soit eux, soit moi qui se sont trompés. Je pense que c'est eux, mais je ne suis pas sûr. Alors, comment on va faire ? Oui, c'est bizarre, j'ai dû me tromper là. Je n'ai pas dû corriger tout. J'ai fait une correction hier en trouvant le bug, mais je n'ai pas dû corriger tout. Je le corrigerai sur les transparents qui seront sous le web. Alors, mais ce n'est pas très grave, vous allez voir pourquoi. Voilà ce qu'on va faire. On va mettre un fil de strobe. Strobe, c'est un nom standard. Ce fil vient de l'émetteur et au début, au premier cycle, il passe de 0 à 1 et il reste à 1 tout le temps. C'est celui qui va nous permettre de détecter quel est le bon cas. Donc strobe, il fait 0, 1 et puis il reste à 1. Okay ? Et ce strobe, on va faire la même chose que là-haut, on va l'échantillonner front montant et l'échantillonner front descendant. Alors là, ça peut être métastable dans tous les sens, tout ça. Hein ? L'un des 2 peut être métastable, pas les 2, mais l'un des 2 peut être métastable. Bon, donc comme ça peut être métastable, il faut le resynchroniser. Vous aviez vu que quand je mets 2 synchroniseurs, 2 registres de suite, ça resynchronise, mais ça devient non déterministe. OK ? Mais ce n'est pas grave, on va le laisser devenir non déterministe, ce n'est pas grave. Alors regardez bien, je vais appeler ce temps-là TI. TI, c'est le front montant. TI, c'est le front montant, j'échantillonne front montant, et TI-1, c'est le front descendant. Et je m'intéresse au moment où TI passe à 1. Le moment où TI passe à 1. Et on va regarder les différents, qu'est-ce qui peut se passer quand TI passe à 1. Donc, vous avez ici les fenêtres de métastabilité. Il ne faut pas taper là-dedans. Enfin, on va voir que si, on peut taper là-dedans, mais c'est assez malin. Donc, il y a nos données qui arrivent et notre strobe qui arrive. Et par exemple, gentiment, là, celui-là... ah oui, j'ai oublié de dire, le violet, c'est... On va décaler strobe de 1/4 de période. Ça, c'est le signal violet qu'on appelle strobed. 1/4 de période. C'est un petit décaleur, c'est rien à faire. Quelques porte-noms, ça suffit pour décaler. On va le décaler. Donc ici, on a strobe qui arrive, on le décale d'1/4 de période, et il arrive là. Et donc, si on regarde les échantillonnages, strobe vaut 0 quand on échantillonne sur le front descendant du marron, et il vaut 1 sur le front montant. Rappelez-vous, 0, 1. Donc, la première fois qu'on voit un 1 sur le front montant, il y avait 0 ici. Et qu'est-ce qu'on regarde ? Eh bien, qu'il n'y a aucun problème à échantillonner sur le front montant. Okay ? Donc, si on est dans ce cas-là, on va prendre le front montant.
Et ce cas est caractérisé, pour l'instant, par 1, 0. Alors, il peut se trouver dans une autre position. Par exemple, il peut être longtemps avant, et à ce moment-là, Straub monte avant le TI-1, avant l'échantillonnage front descendant. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce cas-là? On trouve 1, 1. OK? Et quel est le front qui est visiblement bien pour échantillonner les datas? C'est le front descendant. Donc, on a une bonne indication. Si on trouve 1, 0, et les deux arrivent en même temps là, par ces deux lignes TI-1, si on trouve 1, 0, on échantillonne front montant. Si on trouve 1, 1, on échantillonne front descendant. Donc c'est bien, on a joué avec le temps. Avec nos 2 bits, on sait quel front il faut choisir. Presque, sauf qu'il y a la métastabilité. Alors qu'est-ce qui se passe en cas de métastabilité? Donc ça, c'est, je répète ici, 0, 1, front montant, 1, 1, front descendant. Avec la métastabilité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, premier cas, Straub arrive pile à un quart de période, donc, Straub va être mal échantillonné. Donc il y a 2 cas. Soit ici, et là on avait 0. Le coup d'avant on avait 0. L'échantillonnage front descendant, on a 0. Là, eh bien 2 cas. Soit c'est 1. Mais regarde, 1, 0. Le front montant est parfait. Et si c'est 0, bon, on a juste raté le machin, mais au prochain coup, il y aura 1, 1. Et le front descendant, dans ce cas-là, est parfait aussi. Ils sont très bons tous les deux. C'est super. On peut garder la même chose qu'avant, même en cas de métastabilité. 1, 0, front montant, 1, 1, front descendant. Métastabilité sur l'autre. Métastabilité sur l'autre. Sur le front descendant, on met Straub, paf, il change là. On peut avoir 2 cas. On a 1 ici, il n'y a plus de métastabilité, là, parce que c'est déjà bien stable. Ici, on obtient 1, et ici, il y a 2 cas. Si on obtient 0, 1, 0, front montant, pas de problème, la data sera super bien échantillonnée. Si on obtient 1, 1, 1, pas de problème, là, c'est super bien échantillonné. En fait, quand on est métastable, les deux sont bons. Donc ça, c'est super. On n'a qu'à prendre celui qui nous arrange. La métastabilité, on s'en fout complètement. C'est ça que ça dit. Alors après, on garde donc la même règle. Et après, il y a un très joli design qui fait le boulot. Voilà, il est comme ça. Vous avez vu, le petit rond, il est passé de haut en bas. Je pense que c'est ça leur bug. C'est pas grave, c'est le petit rond est en haut ou en bas. Moi, je pense qu'il est en bas. Eux, ils ont écrit qu'il est en haut, mais je vois pourquoi il y a un petit bug dans leur papier. Ça ne change rien à la chose. Le design est très joli. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a notre truc qu'on a déjà vu. La première fois que TI passe à 1, qu'est-ce qu'il fait? Il y a ce registre 1 ici, mais tant que cette ligne est à 0, cette ligne rouge qui coupe l'horloge, tant que c'est à 0, il n'y a pas d'horloge, le circuit ne fait rien, donc il a été initialisé à 0. Donc ce fil-là est à 0, tout est à 0, pareil ici, tout est à 0, et ici on a 0, 0, on est en train de mettre des fausses données. Au moment intéressant, c'est le moment où ce fil passe à 1. Donc c'est en gros 3 coups après l'arrivée de Straub. Donc il y a 3 coups de démarrage. Eh bien ici, on met un 1 dans ce registre. Et comme ce fil va rester à 1, cette ligne va rester à 1. Que dit cette ligne? Elle dit qu'on va prendre un de ces deux-là. Elle dit qu'on commence à avoir des données. Astuce ici, le 1 qui arrive là, à cette porte E, est accompagné, à ce moment-là, puisqu'il y a encore un 0 là, est accompagné d'un 1 ici. Donc on va ouvrir ce registre et on va faire rentrer TI-1 dedans. Et rappelez-vous, si TI-1 vaut 0, front montant, si TI-1 vaut 1, front descendant. On le fait rentrer dedans, puis immédiatement après qu'on a un 1 ici, on referme ce registre. Parce que si on ne le refermait pas, on aurait un 1 qui serait échantillonné. Donc juste au moment où on a le premier 1 ici, hop, on prend la valeur de TI-1 et on enlève l'horloge du registre. Comme on enlève l'horloge du registre, il ne va plus rien consommer non plus. Okay, on peut d'ailleurs éteindre ceux-là aussi, on peut les éteindre si on a envie. Et puis voilà, alors il n'y a plus qu'à dire maintenant, suivant que c'est un 0 ou un 1 ici, on va choisir un des côtés et on va annuler un des deux chemins. On va choisir le chemin de données en coupant l'horloge à un des deux. Donc ça, c'est très élégant. Une fois que ça marche, ça ne coûte que dalle. Et il n'y a pratiquement pas de latence. Vous regardez, la latence, c'est juste ça. Et une fois que c'est installé, et l'installation est très rapide. Donc je pense que ce synchroniseur est vraiment très joli. Et alors, est-ce qu'on peut le rendre plésio-chrone? Eh bien, la réponse est oui. On peut le rendre plésio-chrone, mais c'est plus compliqué. Plésio-chrone, ça veut dire que les deux horloges vont... Alors, comme disait François Hinceau, elles peuvent rester très métastables, très en même temps. C'est le cas favorable.
C'est assez rigolo. Dans ce cas-là, c'est brillant parce qu'on peut échantiller sur n'importe quel de deux fronts quand on a décalé d'un cran. C'est tout à fait bon. Et parce que c'est métastable sur le décalage. Alors, mais dans ce cas-là, la différence, c'est qu'il faut changer strobe de 0 à 1 à chaque instant. Et en s'y prenant bien, avec un design qui est nettement plus compliqué, mais pas tellement, qui est dans la tête, je ne vais pas vous le détailler ici. Si on s'y prend bien, eh bien, on prévoit toujours à l'instant t quel sera le bon front pour l'instant t plus 2. D'accord ? On prévoit avec sûreté, à chaque coup d'horloge, comment il faudra. Donc là, au lieu de garder un chemin de données complètement constant, on va faire osciller le chemin de données selon l'imprévision. Et ça, c'est tout à fait malin. Alors, il y a beaucoup de choses à vérifier. Ça, c'est fait dans la tête. Il y a pas mal de calculs à vérifier. En particulier, quelles sont les frontières qu'on tolère pour la gigue, quelles sont les frontières qu'on tolère pour les changements de fréquence, etc. Mais ça fonctionne pareil et je pense que c'est un très beau travail de jeu avec le temps. J'avais envie de vous le montrer, j'ai trouvé cette semaine et je pense que c'est vraiment très bien. Il y en a d'autres, il y a beaucoup de gens là-dessus, il y a beaucoup de gens qui essayent d'améliorer ces petits designs. Et ça vous montre aussi que les circuits, même quand c'est petit, c'est vraiment beau. Ce qui n'est pas totalement vrai des logiciels. Les logiciels, ça commence à être beau quand c'est un peu plus gros. Mais les circuits, c'est extrêmement utile quand c'est tout petit. Bien, et je voudrais terminer donc les cours, puisque la fois prochaine, ce sera question. Je voudrais terminer par PTIDES, donc la méthode qu'emploie. Donc on revient dans le logiciel ou dans le mixte matériel-logiciel, et on veut faire du temps réel distribué. Pourquoi du temps réel distribué ? Eh bien, parce que c'est plus possible de faire du temps réel sur une seule machine. Dans votre voiture, j'ai déjà dit, vous voulez synchroniser les freins, et puis les freins et la suspension, ce n'est pas fabriqué par les mêmes gens. Donc vous avez des ordinateurs différents, il faut synchroniser tout ça. Mais faire de la synchronisation sur des systèmes distribués, alors on sait que c'est compliqué. Avant, on pensait que ce n'était pas vraiment faisable. On n'avait pas de bonne solution. On verra d'autres solutions tout à l'heure. Mais là, c'est une solution qui est vraiment faite pour le contrôle, pas forcément pour les calculs parallèles hyper rapides, dont on parlera après, mais qui est assez simple. Elle repose sur pas mal de choses dont on a parlé. Elle repose sur Ptolémée, dont on a longuement parlé. Elle repose sur la synchronisation d'horloges. Ici, on va avoir des capteurs, on va avoir des actuateurs, on va avoir ça peut être un simulateur, mais on peut aussi générer du code pour ça. Il peut y avoir une vraie usine sur le trajet. Et donc, on a un système dans lequel le temps va jouer un rôle essentiel. Alors, les acteurs vont spécifier les calculs et on va faire comme d'habitude, on va les supposer en temps zéro, on va mettre des délais à côté pour dire combien de temps ils prennent en fait. Tous les messages qui vont circuler sur le réseau, donc comme c'est séparé, on a des réseaux, tous les messages qui vont circuler dans le réseau vont porter des timestamps tout à fait précis. Le réseau ne sera pas nécessairement un réseau déterministe sur le temps. Il faudra qu'il ait des bonnes propriétés temporelles, qu'il ne soit pas spécialement lent, mais il ne sera pas forcément déterministe. On peut tolérer pas mal de trucs. Donc les messages portent des timestamps super précis, et aux deux bouts, c'est-à-dire aux capteurs et aux actuateurs, ces timestamps doivent être très précis, parce que c'est là que ça se passe, la relation avec la physique. Donc on a déjà vu ça, par exemple dans PTP, il faut que les timestamps soient précis pour qu'on arrive à faire quoi que ce soit. D'accord ? On a une synchronisation d'horloge bornée entre tous les éléments. Et ça, on sait qu'on peut le faire. Je vous ai dit, PTP, ça fait 90 nanosecondes au CERN, et la microseconde est assez facile à avoir. C'est assez rare qu'on ait besoin de la microseconde dans une usine, mais ça peut exister. Donc, on va avoir une synchro d'horloge dans tout le système. Et la synchronisation, toutes les modes de synchronisation vont donner un sens global au timestamp. En fait, les timestamps jouent deux rôles. Ils vont jouer un rôle interface avec la physique, aux capteurs et aux actuateurs, mais ils vont jouer un rôle logique et le temps à l'intérieur du système ne sera pas forcément le temps physique. Ce qu'il faut, c'est garantir qu'au debout, ce soit bon. Entre-temps, c'est des calculs. On peut jouer avec le temps entre-temps. Donc il y a plein de méthodes. Par exemple, les ordonnanceurs vont jouer avec le temps. Les messages, normalement, sont traités dans l'ordre des timestamps. Ça, c'est Ptolémée, Discrete Event System, j'en ai déjà parlé. Ça va traiter les messages dans l'ordre des timestamps. Mais en fait, là, on peut être un peu plus malin. On peut dire, s'il n'y a pas de relation causale entre deux messages, on n'est pas forcé de les traiter avec des timestamps. La seule chose qui compte, c'est quand ça arrive en bout de chaîne dans les actuateurs, eh bien, les timestamps soient les bons. Donc, on peut tout à fait relaxer le système de scheduling, ceux qui font d'ailleurs,
peut tout à fait le relaxer à l'intérieur, à condition d'avoir bien étudié les causalités de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est très bien expliqué dans leur papier. Ce n'est pas totalement simple. Hein. Ici, les capteurs deviennent des acteurs, d'accord? Et la timestamp, il faut que ce soit la date de mesure. Il faut que ce soit en fait pas égal à la date de mesure, il faut que le timestamp soit le plus près possible et après la date de mesure. Aux actuateurs, c'est le contraire, les timestamps n'ont pas du tout le même sens. Les timestamps, c'est le temps limite auquel doit être fait l'action, ou bien le temps exact auquel doit être fait l'action, à un stuc près, bien entendu. Tout ça, ça demande une analyse de stabilité. On ne peut jamais être parfait, mais en gros, ici, on dit quelle est l'heure de la mesure, et ici, on dit quelle est l'heure à laquelle doit être fait le résultat. Et vous voyez bien que la contrainte temporelle, c'est que les messages qui arrivent ici à l'actuateur avec un temps « fais-moi ça » au temps t, si le temps réel tau est plus grand que t, il y a un problème. Après, c'est trop tard. Hein, mais s'ils arrivent avant, ce n'est pas comme chez militaire. Chez militaire, on dit avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Eh bien là, c'est bon. Avant l'heure, il n'y a pas de problème, il suffit d'attendre. D'accord ? Bon, évidemment, s'il y a plein de trucs qui arrivent à faire en même temps, donc il va falloir analyser un peu sérieusement les systèmes, mais le principe est là. Le temps réel est aux deux bornes, à l'intérieur, le temps est un timestamp qui doit prévoir que ça va bien se passer dans la chaîne. Mais la chaîne peut être arbitrairement maligne. Par exemple, si la latence est assez grande, on peut tout à fait désynchroniser à l'intérieur et utiliser des méthodes de calcul qui ne sont pas forcément celles de discrete events. On peut relaxer, parce que discrete events fait tout dans l'ordre. Voilà. Donc la maîtrise, une fois qu'on a mis les délais à l'intérieur, et ces délais, bien sûr, il faut les mesurer. Donc sur les circuits, on a vu comment ça se mesure, ça c'est les CAO. Sur les logiciels, c'est bien plus compliqué de les mesurer. Il y a des gens qui font ça, Worst Case Execution Time par exemple, ou bien avec des microprocesseurs un peu plus simples que tout ça. L'implémentation de PITICE d'ailleurs utilise des microprocesseurs à l'heure actuelle quand même plus prévisibles que ceux qu'on a dans nos ordinateurs. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on a une latence qui est calculable de bout en bout, et on a en plus une performance du système qui devient analysable. Je n'ai pas dit de façon simple, hein, mais si vous mettez des réseaux asynchrones et pas de timestamp, elle n'est simplement pas analysable du tout. Et puis, la conséquence globale, c'est le déterminisme, avec des erreurs qu'on peut corriger. Le délai du réseau doit être borné, il n'est pas forcément temps réel, le réseau, mais son délai doit être borné. Les délais des capteurs doivent être bornés aussi, les délais des actionneurs doivent être bornés aussi, les applications doivent être bornées, et puis après on fait du calcul comme on fait sur les circuits, mais avec plus de souplesse en fait, et on voit quelles sont les contraintes des timestamps pour que les trucs soient effectivement sortables au moment qu'on veut en fonction des calculs qu'on fait à l'intérieur. Donc c'est un problème très intéressant. Et il est absolument critique d'avoir les bornes temporelles aux interfaces. C'est-à-dire que les capteurs doivent fournir l'heure et les actionneurs doivent comprendre l'heure. Si on n'a pas ça, ce n'est pas possible. Mais si on a ça, ce n'est pas si dur que ça. Et donc tout ça, c'est implémenté, c'est utilisé dans les systèmes. Et l'implémentation de PITICE existe et donc va fabriquer soit des simulateurs, soit du code sur un certain nombre de plateformes qui sont disponibles à l'heure actuelle. Et ça va certainement s'étendre. Pour moi, c'est un des modèles vraiment intéressants de ce qui se passe. Et aux États-Unis, il y a un grand projet qui est en train de se construire sur le temps devient le composant le plus fondamental de l'informatique embarquée. Avant, le temps, tout le monde s'en fichait. Maintenant, c'est l'objet le plus fondamental. C'est pour ça que j'ai fait un cours des 2 ans précédents dans l'informatique embarquée en particulier, sur le temps. Et l'année prochaine, on verra des outils qui nous permettent de faire tout ce que j'ai raconté cette année. Parce que ce n'est pas le tout de faire des exposés, il faut quand même que ça marche derrière. Et vous allez voir que ces outils, ce n'est pas tout à fait rien. Voilà, donc ici les références sur les papiers correspondants. Voilà le papier sur PITICE ici, voilà le papier sur... il y a aussi la thèse de Jean-Michel Chabloz qui est disponible sur le web. Et là, c'est l'analyse de comment est-ce qu'on peut faire le scheduling à l'intérieur de ces domaines-là. Et donc, la semaine prochaine, on continuera, mais cette fois-ci en regardant ce qui se passe dans vos pauvres cerveaux, qui sont pleins d'oscillateurs, de rythmes, de spikes, de discrètes continues. Hein. Et je voudrais faire une remarque simplement que j'ai trouvée je voudrais signaler 2 livres. Un qui s'appelle Longitude, qui est un livre absolument merveilleux. Je vous ai parlé du chronomètre de Harrison,
Harrison a été persécuté par les scientifiques anglais à un point totalement extraordinaire. Ce bouquin raconte la longitude. Le problème scientifique c'est le problème scientifique qu'on a mis le plus longtemps à résoudre. On a mis plusieurs siècles à résoudre le problème de la longitude. Depuis Galilée, qui est le premier à l'avoir résolu, mais sur Terre, en observant les éclipses des satellites de Jupiter. Mais sur les bateaux, c'est un peu compliqué. Et ce bouquin est fantastique, Longitude. Et puis, une autre chose que je n'avais pas remarqué, je vous ai montré le premier échappement à Folio. Eh bien, c'est le moment, l'invention de l'échappement, c'est le moment où, dans l'humanité, le temps est passé de continu à discret. Où le temps qui se mesurait par la course du soleil s'est mesuré par le tic-tac de l'échappement. C'est pas rien quand même. Hein? On a oublié que nous comptons le temps comme discret et pas comme continu. Alors, comme je demande à mes copains physiciens si le temps est discret ou continu, ça n'existe pas de toute façon. Voilà. Merci.